Pour cette e-conférence de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. Nous accueillons Yael Amselem-Mingui et Arthur Voitou, qui sont co-auteurs de l'ouvrage Les jeunes, la sexualité et l'Internet, qui est paru donc en juin dernier et qui sera la thématique de ce moment d'échange. Donc Yael, tu es sociologue, chargée de recherche à l'INJEP, et également rédactrice en chef de la revue Agora Débat Jeunesse. Arthur, également sociologue, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord et chercheur associé à l'INJEP. Vous avez tous les deux réalisé pour l'INJEP un rapport de recherche qui s'intitulait Construire, explorer et partager sa sexualité, une étude sur les usages sexuels d'Internet des adolescents et des jeunes adultes en 2018. Et vous avez travaillé et êtes également co-auteur d'un ouvrage de sociologie qui s'intitule Enquêter sur la jeunesse, outils, pratiques d'enquête et analyse. Peut-être pour les personnes qui sont connectées partout en France et qui ne nous connaissent pas, repréciser qui nous sommes à la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque et de ce que l'on y fait. Donc c'est un centre ressources qui existe. C'est un centre ressources qui existe depuis 2013 et qui est né de la mutualisation en fait de la mission de prévention des conduites à risque du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de la mission de prévention des toxicomanies de la ville de Paris. On s'adresse aux professionnels et aux bénévoles associatifs de nos deux territoires, Paris et Seine-Saint-Denis, et on est en général connu pour à travers les événements qu'on organise. On organise régulièrement des petits déjeuners ou des déjeuners débats, et c'est ce style d'événement qui a pris la forme dématérialisée qu'on connaît aujourd'hui depuis le printemps dernier. Si vous voulez avoir une idée un peu plus précise de ce que l'on fait, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Il y a un petit onglet aussi qui permet d'être tenu au courant de nos actualités et notamment de recevoir nos actualités et notre newsletter. Alors avant de vous passer la parole, juste préciser pourquoi vos travaux nous intéressent particulièrement. Au sein de la MMPCR, on a souvent et beaucoup d'échanges avec les professionnels du champ de la jeunesse et ça nous paraît quand même extrêmement important de pouvoir pour réfléchir sur la prévention, mieux comprendre et saisir les pratiques, les usages des jeunes, et en particulier les saisir dans leur complexité et leur diversité. Je pense que vous aurez l'occasion d'y revenir lors de votre présentation. Outre ça, en travaillant en prévention, les questions de santé sexuelle, d'éducation à la sexualité, ou nous on préférera dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, sont une de nos grandes thématiques de travail. Et enfin, on accorde depuis quelque temps une attention croissante à la question des usages du numérique. On a l'année dernière, en décembre 2019, organisé 2 journées de rencontres sur la thématique prévention à l'ère du numérique du 2.0, à la fois pour réfléchir sur la manière dont les usages numériques modifient ou pas les conduites à risque, les comportements globalement et les conduites à risque, mais aussi pour réfléchir sur la façon dont ces usages viennent interroger les démarches en prévention en termes d'outils, en termes de méthodes et en termes de posture. Ces actes, d'ailleurs, les actes de ces 2 journées de rencontre sont aussi disponibles sur notre site internet. Donc, juste une précision que vous avez déjà dans l'invitation, avant de vous passer la parole. Tout au long de la conférence, vous pouvez, via le chat de YouTube, poser vos questions. Et on se gardera à la fin une vingtaine de minutes pour que Yael et Arthur puissent répondre à vos questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va vous parler sans masque, du coup on va s'écarter quand on prend la parole et pouvoir comme ça le faire dans de bonnes conditions. Et donc Yael, commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre travail qu'on a fait et qu'on a publié l'année dernière dans un ouvrage. L'idée, c'est bien de vous présenter en fait une enquête qu'on a faite sur l'adolescence, mais où on a interrogé des jeunes qui étaient un peu plus âgés. Cette enquête, elle s'est passée dans le cadre de l'INJEP. Alors, on va diffuser en même temps des slides
pour que ça soit plus simple pour suivre, et comme ça, vous aurez aussi des éléments sous les yeux de tout ce qu'on va raconter. L'INJEP, c'est un Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire, un service du ministère en charge de la jeunesse. Donc, sur le site internet, il y a le rapport de recherche qui est en ligne, accessible à tout le monde, dans une version longue d'une centaine de pages et dans une version courte avec quelques résultats dans un 4 pages. Tout le monde pourra les retrouver à cet endroit-là. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est, avant même de vous présenter exactement les résultats de la recherche, vous rappeler un peu et qu'on ait tous en tête les mêmes données sur l'entrée dans la sexualité à l'adolescence. Et puis ensuite, revenir sur 2 axes. Le premier sur les usages intimes d'Internet dans la construction adolescente de la sexualité. Et puis le second sur la mise en scène de la sexualité et les conformations aux normes sociales en ligne. L'idée, c'est que nous, on a vraiment travaillé sur qu'est-ce qui faisait partie d'Internet, de l'usage d'Internet par les jeunes, que ce soit avec tous les médias, enfin tous les outils qu'elles peuvent utiliser en lien avec leur sexualité. Alors, juste pour que tout le monde ait bien en tête les choses, vous avez là un graphique avec l'évolution de l'âge médian au premier rapport sexuel en France selon l'année des 18 ans. On va pas avoir le temps de le commenter beaucoup, mais ça vous permet quand même de remarquer qu'il y a un rapprochement en fait des parcours de vie des filles et des garçons, qu'il y a un rapprochement aussi des grandes étapes qu'on va retrouver en fait sur tout un tas de pratiques et de comportements, et y compris ça se joue dans la sexualité. Et donc là, vous voyez bien que sur le dernier baromètre de Santé publique France de 2016, il y a 6 mois d'écart entre l'âge médian au premier rapport des filles et l'âge médian au premier rapport des garçons, où on voit qu'il y a tendanciellement un resserrement et un rapprochement des pratiques et de l'entrée dans la pratique. Voilà. Ce qu'on voit également autour de ce premier rapport, c'est grâce au baromètre Santé 2016, c'est que globalement, il y a des écarts entre les premières expérimentations des filles et des garçons. Ce qu'on va voir, c'est que les filles s'initient plus souvent avec un partenaire qui est un peu plus âgé et qui a déjà eu un rapport sexuel. On voit qu'elles sont finalement très peu nombreuses à débuter leur vie sexuelle avant 15 ans, même si médiatiquement, ça peut prendre une envergure pas possible. En vrai, statistiquement et dans la population générale, les premiers rapports avant 15 ans, et pas juste la veille de l'anniversaire des 15 ans, mais vraiment avant 15 ans, sont relativement rares en France. Ce qu'on voit également, c'est que de l'autre côté de l'échelle, il ne faut pas oublier qu'il y a des initiations qui peuvent être nommées tardives, c'est-à-dire les jeunes qui ont des premiers rapports après 19 ans et qui vont concerner finalement près d'un tiers des filles et près d'un quart des garçons. Donc c'est à garder en mémoire dès qu'on est en train de travailler avec des jeunes ou quand on conçoit des campagnes ou des moments de sensibilisation, de prévention auprès des jeunes. C'est que finalement, il y en a qui ont déjà expérimenté la sexualité et puis d'autres, c'est pas du tout encore le sujet pour elles et eux. Ce qui est également important à garder en mémoire, c'est que finalement, autour de la sexualité, on va voir qu'il y a des rapports sociaux qui se mettent en place, des tensions qui peuvent se mettre en place, des rapports de pouvoir qui peuvent se mettre en place et qui vont être liés qui vont se jouer autour du sexe, de l'âge, du niveau scolaire et de l'orientation scolaire, de l'expérience sexuelle du partenaire ou de soi, de la popularité du ou de la partenaire, du lieu où se déroulera le ou les rapports sexuels, des lieux, et puis les pratiques et les normes qui sont valorisées par l'entourage, par le groupe de copains, de copines, mais aussi par les récits. Et donc tout ça, c'est ce qui va aussi accompagner et encadrer et puis faire une entrée progressive dans la sexualité où on ne s'arrête pas forcément que au premier rapport, mais où le premier rapport est intéressant à documenter. Ce qu'il faut également bien se rappeler, c'est que finalement, là vous avez des éléments sur le souhait du premier rapport et tout ça, c'est que le premier rapport sexuel n'est pas un indicateur pertinent pour comprendre l'orientation sexuelle ni l'identité de genre. On a une majorité de jeunes en France qui entrent dans la sexualité par l'hétérosexualité, et pour autant, c'est pas pour autant qu'ils seront hétérosexuels. On n'aura pas le temps d'en parler, mais je pense que c'est quand même important de le garder en mémoire tout au long de la présentation qu'on va pouvoir faire. Alors cette enquête, on l'a lancée en 2017, donc à l'INJEP avec en lien la chaire de recherche de l'École des hautes études en santé publique, avec l'idée un peu de répondre à des questions qui émanaient des professionnels et puis des questions qu'on voyait émerger dans le débat public
sur les usages sexuels en lien avec Internet qui sont autour des jeunes. Parce que de toute façon, quand on met Internet, on met souvent jeune avec. Quand on met sexualité, on met souvent jeune. Alors, quand on met sexualité à Internet, ça rime souvent avec jeune. Pour autant, il n'y a pas que des jeunes qui vont sur la sexualité en lien avec Internet. Non, qui vont sur Internet en lien avec la sexualité. Mais bon, nous, on est un observatoire de la jeunesse. Donc, c'est comme ça qu'avec Arthur et avec le soutien de Modeste Dagan, stagiaire à l'époque, on est parti enquêter. L'idée, c'était vraiment de comprendre à la fois ce que les jeunes entendaient par sexualité. Nous, on n'a jamais mis de définition de ce qu'on entendait comme sexualité, mais aussi de ce qu'ils entendaient eux, quels usages ils avaient d'Internet en lien avec la sexualité, et puis de comprendre un peu comment, avec quoi, qu'est-ce qu'ils s'échangent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils produisent comme contenu, qu'est-ce qu'ils vont finalement, comment ils vont utiliser les contenus et les divers contenus. Donc, c'était pas une enquête sur la pornographie, c'était vraiment une enquête sur la sexualité. Et puis, voilà, on était dans un contexte à l'époque marqué par des contraintes et des craintes morales importantes de la part des adultes. Il y avait eu pas mal de messages alertants sur les usages et sur les risques finalement d'Internet pour les jeunes, des risques en matière de violence, des risques en matière de pornographie. Donc du coup, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti enquêter. On est parti enquêter, on a fait une première enquête quantitative, donc on a fait un questionnaire auprès de près de 1500 jeunes au cours de l'hiver 2017, donc en plein MeToo. On avait prévu l'enquête avant que MeToo se déclenche, c'était un effet de date et de moment. Et donc on a fait un très gros questionnaire avec l'objectif, c'était vraiment de savoir et d'être au plus près des pratiques, de manière après à pouvoir faire des entretiens avec la variété des applications qui étaient utilisées à ce moment-là, de pouvoir aussi prendre en compte qu'est-ce qui sortait dans sexualité et de vraiment être au plus près des pratiques des jeunes. Alors, pour interroger l'adolescence, on a interrogé des 18-30 ans sur la période adolescente. On n'a pas interrogé des adolescents au moment où ils vivaient la chose, mais vraiment avec un petit regard de rétrospectif et de manière aussi à comprendre un peu des effets de trajectoire ou de parcours de vie. Et puis ensuite, on a fait des entretiens avec une 60aine de jeunes, des entretiens individuels. Donc là, c'est, vous le savez aussi bien que nous, des entretiens où on passe 2 à 3 heures avec chacune, et où on vient vraiment chercher à documenter au plus près les récits des pratiques, et puis ce qu'ils disent de ce qu'ils font et ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Donc on a interrogé à la fois les pratiques et les représentations sur les pratiques. Donc cette enquête-là, c'était un gros dispositif de recherche, et puis ça a donné forcément des résultats qu'on va vous montrer. Donc là, sans vous provoquer, on vous met quand même une petite phase d'alerte, parce qu'on a quand même glissé quelques éléments qui sont revenus dans l'enquête, et c'est quand même parfois bien de pouvoir savoir de quoi on parle. Alors c'est Arthur qui prend le relais à ce moment-là. Je remets mon masque. Bonjour à toutes et tous. Donc je prends effectivement le relais pour rappeler aussi que cette enquête, elle a donné lieu aux publications qu'on a dit, publications dans lesquelles en fait on a bien cherché à distinguer nos résultats, deux dimensions en fait de ces usages sexuels d'Internet chez les jeunes. Une première dimension qui est la dimension qu'on a appelée d'exploration, c'est-à-dire l'exploration intime d'Internet, ce qu'on va y faire un peu seul chez soi, c'est un peu un cliché, mais pas complètement faux non plus, c'est-à-dire dans l'anonymat d'Internet, etc. Et puis, ce qui est plutôt de l'ordre du partage, c'est-à-dire ce qu'on va commencer à partager avec les autres, soit ses copains, soit des partenaires sexuels, etc. Mais voilà, deux dimensions très importantes qui sont souvent successives dans les parcours des jeunes, c'est-à-dire qu'on commence dans les parcours par explorer et puis ensuite on se met à partager des choses en lien avec la sexualité, mais c'est déjà pas toujours le cas et puis parfois les choses se mêlent un peu plus. Donc moi je vais d'abord vous présenter, avant de redonner la parole à Yael, les aspects liés à ces usages intimes d'Internet, à cette exploration personnelle, intime, qui renvoie évidemment à des aspects extérieurs de la sexualité, mais qui sont en premier lieu donc un rapport de soi à soi dans les usages sexuels d'Internet. Une des premières choses qui ressort, qui paraît aller de soi, mais il faut quand même le rappeler malgré tout, c'est le fait qu'il y a des conditions qui font qu'on peut explorer sa sexualité en lien avec Internet ou utiliser Internet pour explorer sa sexualité. Les conditions,
c'est ces conditions matérielles, notamment la première d'entre elles, le fait d'avoir un espace à soi, un espace dans lequel on va pouvoir avoir un rapport intime à Internet, et donc notamment aller y chercher des choses en lien avec la sexualité, le fait d'avoir une chambre à soi, notamment une chambre personnelle dans laquelle on n'est pas systématiquement potentiellement vu par d'autres ou voilà, surpris par d'autres. Le fait aussi d'avoir son propre matériel d'accès à Internet, le fait d'avoir un ordinateur personnel, un téléphone qui permet d'avoir un accès à Internet personnel et pas l'ordinateur familial qu'on partage avec tout le monde. Et puis, il y a des conditions qui sont cette fois plus liées aux parents et la manière dont les parents envisagent l'éducation de leurs enfants ou leur rapport à Internet, qui sont les questions liées au contrôle parental. Le fait que les parents exercent ou pas un contrôle parental qui va déterminer la manière dont on peut explorer librement ou non Internet, même si les jeunes ont évidemment des moyens de contourner les contraintes parentales, mais ça reste malgré tout quelque chose d'assez déterminant dans certains des parcours. Alors, on ne va pas vous détailler tous les verbatims, tous les extraits d'entretien qui sont sur les diapos, mais quand même, ça vaut le coup de lire notamment le premier témoignage, le témoignage d'un garçon, Martin, qui a 23 ans au moment où on l'interroge, mais qui nous parle, comme dans tous nos entretiens, de leur adolescence, de son adolescence. Martin qui nous dit donc, je cite, vous l'avez sur la diapo, une fois, il y a une recherche qui a atterri dans l'historique et que ma mère a repéré, et je me suis fait engueuler. Elle m'a dit, tu as des petites photos dans les magazines si tu veux vraiment voir des femmes à poil. Et voilà, c'était vraiment le régime de l'interdiction, de la honte, de trucs vraiment hyper classiques là pour le coup. Autant sur l'égalité et sur les stéréotypes de genre, ils sont, donc mes parents, assez avancés, mais autant là-dessus, non, ils sont bloqués. Je n'ai jamais eu de discussion sur la sexualité avec mes parents. Donc, vous voyez comment, du coup, dans un témoignage comme celui-là, on a la question du contrôle parental qui intervient. Dans le cas d'Anna, 24 ans, donc une fille qui dit « Je regarde carrément par où commencer. J'ai commencé à regarder du porno quand j'ai eu mon premier ordinateur portable. » Vous voyez l'importance des aspects matériels. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec le fait que c'était mon ordinateur à moi, privé, que je pouvais déplacer et qui pouvait être tout le temps près de moi. Je pense que j'avais quelque chose comme 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Je crois que j'étais en première. Après, j'ai commencé par du porno animé, tu sais, le porno japonais en dessin animé. Vous voyez juste l'importance, il faut insister là-dessus, des aspects matériels de ces premières explorations d'Internet, donc en lien avec la sexualité. Évidemment, tout ça, c'est lié à une condition d'accès à Internet et une condition des usages d'Internet qui est l'anonymat. L'anonymat qui est, pour beaucoup de jeunes, quelque chose de très important, ils le soulignent dans beaucoup d'entretiens, comme conditionnant les pratiques, c'est-à-dire le fait qu'on puisse aller se poser des questions sur l'intimité, sur des moteurs de recherche, qui va être lié au fait justement d'avoir cet anonymat, de pouvoir poser ces questions de manière anonyme. C'est vrai aussi pour des jeunes, Yael a mentionné la question de l'orientation sexuelle, le fait que c'est aussi à l'adolescence que les choses se font, mais souvent de manière très progressive, avec aussi des moments d'hésitation, d'exploration. Eh bien, ces hésitations, elles se traduisent souvent en ligne par le fait de pouvoir éventuellement utiliser, par exemple, des identités alternatives en ligne. Le cas, par exemple, d'une adolescente qui nous expliquait l'intérêt qu'il y avait eu pour elle, par exemple, parce qu'elle se questionnait sur son identité de genre, de pouvoir se faire passer pour un garçon sur des forums, par exemple. C'est ce type de choses qu'on peut voir. Donc voilà, question de l'anonymat qui permet à la fois d'aller poser des questions qu'on n'ira jamais poser à son médecin parce qu'on a honte, parce qu'on pense qu'on va être tourné en ridicule, etc., ou des questions qui vont être plutôt liées à l'identité, à la manière dont on peut via Internet, utiliser des identités qui ne sont pas celles auxquelles on est assigné socialement à l'adolescence. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, très important. Alors, dans notre questionnaire, le questionnaire qu'on a réalisé au départ, au début de l'enquête, questionnaire qui était passé via Internet et auquel ont répondu quand même près de 1500 jeunes, eh bien, on avait des questions ouvertes qui permettaient aux jeunes de citer quelles étaient en fait les recherches par mots-clés qu'ils faisaient sur Internet, ce qui était une bonne manière pour nous de savoir un petit peu quel était, au moment où on faisait cette enquête, les mots-clés qui ressortaient des usages des jeunes et puis la diversité du coup des thématiques de questions que les jeunes allaient chercher sur Internet. Alors, je ne vais pas vous lire toute la liste, mais vous voyez qu'il y a dans cette liste des questions à la fois liées aux aspects plus médicaux ou aux aspects liés à la contraception,
aux IST, etc., des questions liées à l'identité, à l'orientation sexuelle, à la transidentité, au fait de faire son coming out, par exemple, des problèmes très pratiques, parfois, liés au premier rapport sexuel, parce que ces recherches, et ça, c'est aussi important de le noter, souvent, elles apparaissent à proximité, disons, des premiers rapports sexuels ou quand on imagine bientôt en avoir. Et du coup, c'est des questions parfois très pratiques sur ces premiers rapports, sur les douleurs éventuelles, etc., sur les pratiques, les positions, les désirs. Et puis, il y a des questions qui vont être liées aux aspects plus sociaux de la sexualité, aux différentes manières de se mettre en couple, aux questions liées au couple en général, et aussi à la pornographie ou à d'autres choses de ce type. Vous voyez une liste très variée de ces usages. Alors évidemment, il y en a qui sont qui dominent plus que d'autres, mais on voit d'emblée que les questions que se posent les jeunes sur Internet en lien avec la sexualité sont du coup très diverses, très nombreuses. On a demandé également aux jeunes qu'on a rencontrés de nous citer les applications qu'ils utilisaient, les applications qu'ils avaient sur leur téléphone. Alors, on l'a demandé via l'entretien, puis on a via le questionnaire, et on a confirmé par l'entretien en posant des questions sur ces applications. Et on voit là aussi des applications que vous ne connaissez pas avant de faire cette enquête, très nombreuses, vous voyez, sur les rencontres affectives et sexuelles, par exemple, un nombre important d'applications. Alors, avec là aussi des applications qu'on retrouve très souvent, comme Tinder, Badoo, Adopte un mec, et puis celles qu'on retrouve moins souvent, mais malgré tout, ça montre une variété de ces applications, qui pour certaines, en fait, sont des applications aussi spécialisées, dans le sens où elles vont se concentrer sur une orientation sexuelle, sur un type de rencontre, etc. Il y a des applications également de quantification de soi, c'est-à-dire de mesure de sa santé, notamment liées aux règles chez les filles, avec les calendriers de menstruation notamment, des applications liées au porno également, qu'on va soit télécharger, soit auxquelles on accédera plutôt via ces navigateurs. Voilà. Mais c'est ce type d'applications-là qu'on retrouve donc sur les téléphones des jeunes, et ça vaut le coup donc, de connaître aussi ces applications, leur existence, pour mieux connaître aussi les jeunes et leurs usages. Alors j'en viens du coup à la question de la pornographie, qui est une question très souvent posée à propos des jeunes, d'Internet et de la sexualité, et dont on tient vraiment, et il faut le rappeler dès qu'on parle de pornographie, à rappeler que c'est une des dimensions des usages sexuels d'Internet des jeunes, et sans doute pas la seule, et encore moins une dimension qui serait totalement hégémonique. Tous les jeunes passeraient leur journée à aller regarder du porno sur Internet. Je pense que notre enquête, elle montre que ce n'est vraiment pas le cas, et que les craintes qui existent à ce sujet-là sont quand même en partie infondées. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus nier le fait que ça occupe une place parfois importante dans les parcours des jeunes. Alors, on a vu déjà que les conditions matérielles pouvaient expliquer le fait qu'on ait accès à la pornographie ou pas. Alors, on a peu de données grandes données quantitatives concernant l'accès des jeunes à la pornographie. Alors, on vous a quand même mis des données qui datent de l'enquête CSF, contexte de la sexualité en France. Donc, c'est des données qui datent de 2006, qui sont donc un peu datées, mais qui vont être renouvelées prochainement, et puis qui sans doute, méritent quand même d'être regardées de plus près. On voit simplement ce qu'on sait d'emblée, mais ce qu'il faut voir avec des chiffres aussi, c'est la différence entre les filles et les garçons dans l'accès et l'usage de la pornographie. On voit qu'il y a peu de différence, il y en a quand même une, mais sur le fait d'en avoir déjà vu. La plupart des jeunes arrivés à l'âge adulte auront déjà vu du porno, mais par contre, la différence, elle se fait sur le fait d'en regarder régulièrement. On voit notamment au milieu du graphique le fait que chez les filles, c'est relativement rare. On est autour de 30%, moins de 30% des filles qui en ont vu souvent ou parfois dans les 12 derniers mois, alors que chez les garçons, on est largement au-delà de la majorité des garçons. Donc voilà, ça fixe les choses, et puis ça a été confirmé du coup par nos entretiens aussi, le fait que chez les filles, soit le porno arrive de manière plus tardive dans leur parcours, avec des initiations qui sont fréquentes dans les couples par le biais des garçons, ou alors ça n'arrive pas, et voilà. Alors que chez les garçons, on a des initiations sans doute plus précoces, liées en partie au groupe d'amis, mais pas que,
mais aussi au fait que socialement, pour un garçon, c'est important d'avoir vu du porno, d'en regarder régulièrement, c'est valorisé socialement, alors que c'est dévalorisé chez les filles. Et d'ailleurs, ce qui a été dit, et ça pour le coup, par les garçons comme par les filles au moment de nos entretiens, c'est le fait qu'au-delà de la pornographie et de leurs usages, ce qui est compliqué pour eux, c'est d'en parler, parce que parler du porno, c'est aussi parler d'autres pratiques, et notamment de la masturbation, qui reste très difficile à exprimer chez les garçons et chez les filles, sans doute plus difficile encore chez les filles que chez les garçons, mais qui reste encore peu discuté, par exemple au sein de son groupe d'amis, peu valorisé au sein de son groupe. Ça, on voulait juste vous citer, vous montrer des extraits que vous pouvez aller regarder par vous-même, notamment sur YouTube, qui sont des extraits de films qui ont été réalisés notamment autour de ces questions, autour du porno. Mais ça, on vous laissera regarder si ça vous intéresse. Sur l'accès à la pornographie, parmi les choses qu'il faut dire, et désolé pour les images si elles choquent, mais elles sont floutées, donc ça permet d'éviter de trop exposer à la pornographie. Ce qu'il faut dire sur les usages, c'est le fait que c'est sans doute une des choses qui a changé en partie dans les dernières années, un accès facilité à la pornographie par la rapidité en fait d'accès au site en quelques clics. Vous voyez, on fait une requête sur Google, puis on arrive immédiatement sur la page d'un site porno. Alors il y en a beaucoup, mais parmi ceux qui sont hégémoniques, on voit souvent ces présentations-là avec de nombreuses vidéos, avec des vidéos dès la page d'accueil sur lesquelles on clique, qu'on regarde en streaming très facilement, ce qui change beaucoup par rapport à une génération, par exemple. Et c'est la même chose pour l'accès aux séries et pour tout un tas de choses, en fait, tout un tas d'usages. Mais ce qui change beaucoup par rapport à une génération où il fallait télécharger ces vidéos, où il fallait parfois se les passer, se les envoyer entre jeunes. On n'est pas du tout, voilà, on n'est plus du tout dans cet univers-là. Ce qui ne veut pas dire que ça a tout révolutionné, mais simplement que l'accès est un peu plus facile, qu'il se voit moins aussi, qu'il laisse moins de traces. Et ça, évidemment, c'est quand même important de nous. Ce qu'on voit chez les jeunes qui nous racontent leurs accès à la pornographie et la manière dont ils s'orientent en fait dans cet univers-là, c'est le fait que l'accès il se fait parfois par catégorie. Alors, on a des jeunes qui nous expliquent qu'en fait, ils ont un accès très immédiat au porno, c'est-à-dire qu'ils vont sur les sites et puis ils regardent les vidéos sur lesquelles ils tombent d'emblée. Et puis des jeunes, souvent ça vient un peu plus tard dans leur parcours, qui racontent comment, eh bien, évidemment, ils essayent de faire coller aussi leur désir, leur fantasme à ce qu'ils peuvent regarder en ligne, avec un usage, on peut dire, un peu plus expert de la pornographie via ces catégories. Je vous ai mis la liste là des catégories possibles, hein, qui peut là aussi étonné parfois, mais avec des catégories qui peuvent renvoyer à la fois à des pratiques. On va chercher immédiatement une vidéo qui met en scène une pratique qu'on a envie de voir, et des catégories qui sont plus essentialisantes, parfois racialisantes, au sens où elles renvoient à des stéréotypes, notamment liés aux origines des acteurs, des personnes qui jouent dans ces vidéos, arabes, noirs, etc. Des catégories liées à l'apparence corporelle également, le fait d'aller voir des vidéos avec des personnes qui ont tel ou tel physique. Enfin voilà, on vous a donné des exemples, mais ça vous donne une idée aussi de ce que les jeunes peuvent aller parfois chercher en ligne. Une chose qui est très importante et qu'on veut souligner dans cette enquête à propos de la pornographie et qui montre aussi tout l'intérêt qu'il y a à ne pas penser la pornographie seulement pour elle-même comme quelque chose d'isolé, c'est le fait que quand les jeunes nous racontent ce qu'ils vont chercher en ligne comme pornographie, souvent, on nous explique qu'en fait, ça renvoie à des pratiques qui sont des pratiques en fait plus larges, des pratiques culturelles. Notamment, on a le cas de jeunes qui disent, bah voilà, moi les premiers pornos que je suis allé voir, c'était des pornos hentai, donc qui sont des pornos animés, inspirés notamment de l'univers des mangas, avec, en fait, pour des jeunes qui par ailleurs sont des lecteurs ou des lectrices de mangas. De même, on a des vidéos qui se partagent dans certains univers culturels, par exemple ceux des jeunes plutôt qu'on qualifierait de geeks ou qui s'auto-qualifient de geeks, ce qui nous fait dire, et on veut vraiment insister sur cette dimension-là, qu'il y a une continuité chez les jeunes entre les pratiques culturelles de manière générale, alors celles qui sont valorisées socialement, le fait d'aller lire, le fait de s'intéresser à tel ou tel type de culture, et les pratiques porno.
Tout ça pour dire, parce que souvent on a tendance à disqualifier socialement le porno, à considérer qu'il s'agit en aucun cas de culture, que c'est forcément négatif, etc. Alors que pour certains jeunes, ça prend sens en fait dans un univers culturel. Et tout ça, sans rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est devenu très important, notamment dans le domaine de la recherche, en sociologie, notamment sur la pornographie, ce qu'on appelle les porn studies parfois, qui sont des recherches menées pour montrer en quoi la pornographie est une pratique culturelle comme une autre. Alors, on peut en penser ce qu'on veut, mais dire simplement qu'il s'agit d'une pratique culturelle, c'est-à-dire qu'elle prend sens dans un univers culturel des utilisateurs. Pour terminer sur ces usages un peu intimes et personnels d'Internet, on peut dire aussi l'importance que prennent chez les jeunes des usages qu'on pourrait qualifier d'informatifs. Alors là encore, il faut faire attention au cloisonnement des usages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les informations qu'on va chercher sur un forum en ligne et de l'autre le porno qu'on va regarder pour le plaisir, parce que par exemple, on a des jeunes parfois qui nous expliquent que le porno a été pour eux une manière de s'informer sur des choses qu'on ne leur a jamais apprises, notamment dans des séances d'éducation à la sexualité, c'est-à-dire concrètement à quoi ressemble telle ou telle pratique, comment ça se pratique, parce que souvent les choses dans l'éducation à la sexualité sont euphémisées, on parle de la sexualité sans entrer vraiment dans les détails, sans dire les choses, et les jeunes ont besoin parfois aussi de voir concrètement de quoi on parle quand on parle de fellation, de sodomie, etc. Et c'est aussi pour ça que le porno n'est pas à penser indépendamment des autres pratiques. Mais évidemment, il y a aussi donc ces pratiques liées au forum, avec des jeunes qui nous expliquent aller voir sur les forums. Alors, on a peu rencontré, ou pas rencontré d'ailleurs, de jeunes qui disaient avoir échangé directement sur ces forums. Mais ce qui est important pour les jeunes, c'est de voir que d'autres se sont posés les mêmes questions qu'eux. C'est-à-dire d'aller sur Google, chercher, poser telle ou telle question, et puis se rendre compte que d'autres se sont déjà posées avant, et qu'on va peut-être pouvoir y trouver des réponses. Et là encore, sur des questions qu'on n'irait jamais traiter directement avec ses parents ou avec son médecin, par exemple. Et puis, on a aussi sur ces forums, par exemple, ou sur des blogs spécialisés, etc., des choses qui vont se passer du côté des communautés, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir trouver des jeunes qui ont le même type d'expérience, et je pense notamment là à la question des orientations sexuelles, le fait d'être gay à l'adolescence ou lesbienne, et de pouvoir aller sur des forums, trouver des jeunes avec lesquels on va pouvoir éventuellement échanger, ou au moins dont on va pouvoir lire les échanges et se sentir du coup moins seul. Dimension qui est quand même très importante, évidemment, à l'adolescence. On a également l'importance de YouTube, on y est en ce moment, mais c'est important aussi pour les jeunes, car c'est cité très souvent comme étant une source à la fois de divertissement et d'information, en partie en lien avec la sexualité, chez certains jeunes. Alors, parmi les plus âgés sans doute de notre panel de jeunes, mais en tout cas avec des vidéos et des youtubeurs qui aujourd'hui parlent pas mal de sexualité de différentes manières, mais alors simplement parfois avec de l'expérience personnelle, parfois avec des formes de vulgarisation scientifique aussi, le fait de parler d'un certain nombre de choses que les jeunes ne verront pas ailleurs, n'entendront pas ailleurs. Et puis, il y a un usage parfois aussi des blogs, c'est-à-dire de sites spécialisés, mais là encore peut-être plus fréquents chez des jeunes plus dotés socialement, scolairement, c'est-à-dire notamment pour celles et ceux qui se reconnaissent, par exemple, dans le féminisme ou qui se sont engagés dans le féminisme ou dans des questions liées aux identités minoritaires et qui vont y chercher, là aussi, à la fois des formes d'information, mais aussi de soutien communautaire, qui est une dimension, encore une fois, très importante dans l'accès à Internet des jeunes en lien donc avec la sexualité. Donc, je m'arrête là sur cette dimension privée exploratoire d'Internet et laisse la parole à Yael pour l'autre dimension du partage d'informations. Donc, rebonjour. Alors, sur la question du partage et de l'évolution des usages au cours de finalement la jeunesse, donc l'adolescence et puis l'entrée dans l'âge adulte, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte évolution des usages. On ne peut pas fixer en disant les jeunes font comme si, non, entre l'entrée dans le collège, la fin du lycée et l'entrée dans l'âge adulte, le départ de chez les parents et tout ça, se joue beaucoup de choses. Ce qu'on voit, c'est notamment une évolution des usages qui vont aller aussi être ponctuels en fonction des moments où il y a besoin, des moments où on a envie, des moments où on recherche alors de l'information, des moments où on recherche de l'excitation, des moments où on recherche aussi
à répondre à une question parce qu'on a vécu ça ou parce qu'on a entendu quelque chose. Et donc, on va voir que il y a une évolution et des variations finalement en termes d'âge, où à chaque âge, en fonction de l'expérience, mais aussi des normes du groupe de pairs et des pratiques des copains, des copines, de ce qu'on entend, et puis du fait qu'on soit ou pas en couple, du fait qu'on ait ou pas des relations, plusieurs relations en même temps, ou successives, ou au contraire, pas du tout de relations, on va aller chercher des informations, ou on va aller se consulter Internet sur son téléphone la plupart du temps, ou sur une tablette, à l'abri des regards autant que possible, quand on est jeune. Ce qu'on voit également, c'est que on peut pas dire qu'il y a une règle générale. Alors quand, par exemple, on prend la pornographie, il y a des jeunes qui vont consulter à un moment dans leur adolescence beaucoup de pornographie. Alors le beaucoup, il est toujours relatif, hein, il est très subjectif, c'est-à-dire beaucoup par rapport à la norme qu'on a dans la tête. Souvent, on dit il faut pas en regarder, donc beaucoup par rapport à il faut pas. Ça peut tout de suite être 3 ou 4 films, 3 ou 4 contenus, 3 ou 4 clips pornographiques qui vont prendre beaucoup de place en fait dans le propos, mais finalement qui, d'un point de vue, on va dire, adulte ou statistique, serait pas si important. Et puis, au contraire, on a des jeunes qui vont dire le même beaucoup, et eux vont documenter avec un usage fréquent, voire quotidien de pornographie pendant un espace-temps donné, pendant une période donnée de leur vie où c'était important. Ce qui était intéressant et peut-être un petit peu surprenant dans cette enquête, c'est qu'on a vu que là-dessus, il n'y avait pas on ne pouvait pas socialement distinguer clairement les jeunes entre ceux qui regarderaient beaucoup de pornographie et qui seraient de milieux sociaux X ou Y, et puis les autres qui seraient d'un milieu social complètement différent. En fait, on a vu qu'il y a dans ceux qui vont regarder le plus de pornographie, par exemple, on va retrouver des jeunes de milieux très populaires, mais aussi des jeunes qui sont dans des parcours scolaires d'élite, qui ont peu de temps finalement à accorder à leur vie relationnelle et qui vont investir notamment Internet pour avoir du plaisir et de l'excitation, finalement, dans un rapport temps, espace-temps donné relativement court. Et donc, c'est bien ça qui était intéressant, c'était de voir, en plus de l'âge, en plus du sexe, mais aussi regarder du côté des milieux sociaux, qu'est-ce qui va se retrouver ou pas. On n'a pas le temps de tout détailler ici, mais pour vous mettre un peu en appétit aussi par rapport à l'enquête, mais pour vous dire combien, en fait, les choses sont évolutives et sont pas du tout figées, ni dans le temps, ni dans les classes sociales, ni dans l'âge, même si on va retrouver après des éléments qui se retrouvent. Alors, sur la question du partage et de l'exposition autour de la mise en scène de soi, de la sexualité sur Internet, ce qu'on a vu massivement dans les propos des filles et des garçons, et beaucoup plus encore dans les propos des filles que des garçons, c'est des expériences très variées entre le début du collège et, on va dire, la fin du lycée. Avec une tendance à une très forte exposition de soi au cours du collège, parce que c'est le début du téléphone, c'est le début des applications, et puis c'est aussi l'importance, hein, on voit bien en ce moment avec TikTok. TikTok, c'était pas à la pointe de notre enquête, parce que 2017, ça y était pas. 2018, ça commençait à être vraiment un peu partout, mais c'était vraiment pas encore à fond. Et donc, au collège, on voit bien qu'ils sont et elles sont beaucoup dans l'exposition de soi. Et puis que la modération, elle va arriver dans les années lycée. Et puis surtout à la fin des années lycée. Cette modération, elle va se faire à la fois parce que on va avoir l'impression d'avoir moins besoin de se montrer, mais aussi parce que il y a toujours le récit d'expériences négatives qui va être porté ou expérimenté par X ou Y jeunes. Alors, les expériences négatives sont plus souvent rapportées par les filles que par les garçons, mais pour autant, les récits de filles, les récits négatifs de filles, des récits de violence, de harcèlement, par exemple, de cyberharcèlement de filles, peuvent servir aux garçons pour justifier pourquoi ils vont moins se présenter, moins se montrer sur Internet. Ce qu'on va voir également, c'est qu'il va y avoir les normes du groupe de pairs. Alors, on va le retrouver beaucoup quand on travaille sur les jeunes et sur l'adolescence. Le groupe de pairs, le groupe de copains, de copines, il revient beaucoup. Et notamment sur ce qui se fait ou ce qui se fait pas, ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut pas montrer. Ce qu'on peut... la quantité même d'images, elle va être finalement contrainte et elle va être déterminée par le groupe de copains et de copines. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça va fluctuer d'un groupe à un autre. Quand on envoie 5 photos dans un groupe, c'est beaucoup, tandis que dans un autre, c'est qu'on n'en envoie pas assez. Et ainsi de suite. Et donc, comment faire vivre et comment partager et comment être dans les codes du groupe quand, par exemple, on a plusieurs groupes d'appartenance, plusieurs groupes de copains et de copines d'appartenance. Et donc, c'est bien autour de ça qu'on est parti chercher avec ces évolutions et toute la définition de ce qui peut être partageable ou pas en fonction des âges et en fonction du groupe de copains et de copines.
Et notamment, alors quand on a cherché un peu à creuser cette question de la mise en scène de soi, et de sa sexualité, on s'est retrouvé avec des récits de jeunes qui nous disent qu'ils ont des discussions sur la sexualité, donc ils parlent de sexualité souvent sur des mini-groupes entre eux, alors ça peut être des petits groupes WhatsApp ou des sous-discussions sur Messenger par exemple, et puis ils peuvent avoir des discussions sexuelles, donc qui s'apparentent davantage à des sextos, où il s'agit de discussions érotiques pour exciter telle ou telle personne, le partenaire ou le partenaire envisagé, la partenaire ou la partenaire envisagée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que discuter sur la sexualité ou discuter de sexualité, ça peut se faire en même temps et ça peut être désynchronisé. Ça peut se cumuler ou pas dans les expériences. Ce qu'on voit également, c'est que la question de l'exposition de soi, des photos, des nudés, des vidéos, des sextos, il va y avoir tout un enjeu autour du consentement, de ce à quoi on était prêt à consentir. Et c'est là où on va voir des rapports de genre très inégalitaires. On va voir des rapports de genre inégalitaires parce qu'en fait, les filles vont raconter une pression de la part de certains garçons pour envoyer des photos. Parce qu'elles sont en couple, parce qu'elles sont super jolies, ou parce qu'elles sont super gentilles, ou parce que... Et donc, il va y avoir tout un dosage de qu'est-ce que je peux envoyer et jusqu'où je vais jusqu'à ce que j'envoie. Tandis que les filles, elles, demandent beaucoup, beaucoup moins de photos d'eux aux garçons. Et puis les garçons, quand ils envoient des photos d'eux, c'est davantage dans des situations sportives. Et puis en fait, derrière ça, ce qui va s'expliquer, derrière les rapports de genre comme ça, c'est la croyance qu'il y a chez les adultes, alors chez tous les adultes qui les encadrent, chez les parents, chez les éducateurs, chez les enseignants, mais aussi chez leurs grands-parents, parce que c'est des choses qu'on retrouve d'enquête en enquête, sur la croyance dans des besoins sexuels masculins qui seraient du côté de la biologie et qu'il faudrait assouvir. Et ça serait aux filles de les assouvir dans un cadre hétéronormatif dans lequel on baigne en ce moment. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué après, donc, quand on a été socialisé au fait que les garçons ont des besoins sexuels à assouvir, de résister et de tenir et de pas envoyer des photos de soi. Surtout quand en face, c'est « mais tu me fais pas confiance ». Tu veux pas envoyer de photos de moi, on n'est pas en couple, allez, montre-moi, tout ça. Et donc, il y a toute une stratégie de la part des filles de montrer, faire attendre. Mais faire attendre combien de temps, montrer quoi. Et là, c'est le groupe de pairs qui va beaucoup servir à savoir qu'est-ce qu'on peut envoyer et qu'est-ce qu'on ne peut pas envoyer. Donc là, on vous a mis l'exemple d'une campagne qui avait été faite au Canada sur voilà, est-ce que tu es prêt ou prête, alors elle avait été déclinée filles-garçons, à envoyer ce contenu-là. Ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'il y a peu d'expositions publiques de photos ou de vidéos sur les médias sociaux. Les jeunes vont peu se mettre en scène directement eux-mêmes sur les médias sociaux. En fait, les photos et les vidéos, elles peuvent arriver, mais c'était bien souvent dans le cadre d'un usage restreint. Alors, soit envoyé à un partenaire ou une partenaire, soit envoyé aux copains ou aux copines pour savoir si on peut envoyer ça. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait pas mal entre filles. Les filles nous ont pas mal raconté. Voilà, je l'ai envoyé à mes copines pour savoir si cette photo-là, elle est pas trop osée, ou si celle-là, elle est bien, ou si là, je suis bien, si je suis belle. Mais en fait, cette photo, une fois qu'elle a été envoyée, elle est difficile à maîtriser. Et ce qu'on va voir également, c'est que dans la mise en scène de la sexualité et dans l'exacerbation de la sexualité au moment de l'adolescence, il va y avoir des rapports de genre qui vont jouer à plein, avec notamment les filles qui reçoivent beaucoup de dick pics. Donc, les dick pics, c'est des images de pénis en érection qui sont généralement subies par les filles et qui sont envoyées par des garçons essentiellement, mais aussi par des filles, y compris sur le temps scolaire, y compris au moment d'un contrôle de maths, par exemple, qui servent surtout à déstabiliser, surtout à rigoler, mais qui peuvent être reçus en fait comme des violences par les jeunes qui eux vont percevoir ces photos-là, qui vont les recevoir, ou sur lequel sur le fond d'écran ça va arriver d'un seul. Il va bien évidemment y avoir des situations de harcèlement et de violence ou de photos partagées sans consentement. On aura peu l'occasion d'en parler maintenant, mais c'est quelque chose qu'on a pas mal entendu. Mais ça fait partie, en fait, ça rentre dans l'ensemble des usages en lien avec la sexualité et Internet, mais ce n'est pas la seule entrée dont nous ont parlé les jeunes pour parler de leurs usages sexuels d'Internet. Enfin, alors ça c'était une vidéo, pareil, vous pourrez aller la voir, on mettra les liens plus tard, mais sur, c'est une vidéo américaine qui est sous-titrée sur les dick pics faites par une youtubeuse hyper connue aux États-Unis. Et puis enfin, il y a aussi, on a regardé la manière dont ils avaient et elles avaient de se mettre en scène sur les applications. Et on voit qu'il y a un filtre de toute façon sur les applications, on ne peut pas se montrer n'importe comment sur les applications. Il y a des filtres, mais en fait, l'application sert surtout à se connecter. Et une fois qu'on est connecté, on bascule sur Messenger ou WhatsApp. Et là, c'est beaucoup plus compliqué
de pouvoir médier l'interaction. Là, on vous montrera une vidéo juste à la fin. C'est une campagne belge qui a été lancée l'année dernière ou l'année d'avant, qui est déclinée en quatre volets. Et il y a un volet sur les pratiques numériques et justement sur un couple et les situations de harcèlement dans le cadre du couple adolescent. Donc voilà. Ce qui était intéressant dans cette enquête, c'était à la fois de prendre en compte le fait que la sexualité, elle est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on pourrait en avoir. Quand on leur dit sexualité aux jeunes, ils englobent à la fois leurs émotions, leurs sentiments, mais aussi leurs pratiques, leurs représentations et aussi la santé sexuelle. Donc, ils ont vraiment une acception la plus large possible de la sexualité. Quand on leur parle d'Internet et de la sexualité, ils ne s'arrêtent pas à la pornographie, contrairement aux adultes qui vont rentrer forcément dans la pornographie, mais ils vont pas non plus s'arrêter à information, contraception. Ça va être ils vont raconter vraiment un usage très diversifié. Et en ça, Internet peut constituer réellement une ressource qui va être inégalement pourvue et utilisée, puisqu'on sait bien que selon les milieux sociaux, même si aujourd'hui, globalement, tous les jeunes ont accès à Internet, c'est les jeunes des milieux les plus favorisés qui vont utiliser toute la diversité qu'offre Internet, tandis que les jeunes des milieux les moins favorisés vont, eux, se cantonner aux usages et aux sites et aux outils qui vont être sur les 3 premières occurrences du moteur de recherche le plus connu par tout le monde. Et donc, c'est là où on va voir finalement des clivages sociaux qui vont se jouer. Et puis après, avec le jeu des algorithmes, où si tu as cliqué sur celui-là, après, c'est celui-là qui va revenir toujours en tête de gondole, et ainsi de suite. Et donc, du coup, qui va moins permettre une diversité de points de vue, moins de permettre une diversité d'informations, de sources et de ressources. Malgré tout, et ce qui était, je terminerai là-dessus, mais ce qui était intéressant, c'est que, quels que soient leurs milieux sociaux, les jeunes cherchent à percevoir la source des messages qui leur sont diffusés sur le net, même si pour autant, ils n'ont pas forcément les outils pour décrypter cette source. Ils vont quand même chercher, et ils vont avoir un esprit critique, quel que soit leur rapport à l'école, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur sexe ou le territoire où ils habitent, ils vont chercher à avoir un esprit critique. Pour autant, les outils d'utilisation de cet esprit critique ne sont pas forcément évidents à chaque fois à mettre en place. Voilà, donc là, vous avez la ressource, les grandes enquêtes sur la sexualité, là où il y a des statistiques qui sont béton et vraiment optimales pour quand on cherche à avoir des informations sur la sexualité. On vous l'a mis parce qu'en fait, il y a beaucoup de sondages qui circulent, mais les sondages sont toujours très complexes. Il faut revenir souvent à la question. Et donc, c'est les enquêtes de référence. Et pour rigoler, on vous a mis un magazine qui est sorti jusqu'au numéro 3 pour vous prouver que ce n'était pas ça, les enquêtes en sociologie de la sexualité. Donc voilà, on vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis maintenant, Hélène, on est prêt pour les questions. On peut mettre la... Merci beaucoup Arthur et Yael pour cette présentation. On a quelques questions. Alors, des questions sur l'éducation à la sexualité, justement, avec un échange un peu en ligne sur effectivement ce qui fait référence en la matière, c'est-à-dire la loi de 2001, qui, si je ne dis pas de bêtises, prévoit 3 séances normalement d'éducation à la sexualité par niveau de classe, qui peuvent être assurées par la communauté éducative au sein des établissements scolaires ou par des établissements extérieurs. Et moi, j'avais une question par rapport à ça, c'était est-ce que dans leurs entretiens, dans leurs témoignages, les jeunes parlent de leurs expériences ou de leur absence d'expérience d'éducation à la sexualité et ou de ce en quoi elles étaient défaillantes ou ne répondaient pas exactement à leurs besoins. Donc ça, c'est une thématique. Et on avait une autre question sur l'évaluation existante ou pas, c'est une question assez brève, de l'addiction des jeunes à la pornographie. Donc on vient sur cette question de la pornographie. Alors, sur l'éducation à la sexualité, dans une autre enquête, on a fait une grosse enquête sur l'éducation à la sexualité. Dans cette enquête-là, en lien avec Internet, ça intervient très peu, en fait. Ça intervient très peu parce que l'éducation à la sexualité, elle est faite en cours quand elle est faite, sachant qu'on n'a pas d'évaluation nationale de la loi de 2001 qui existe, en tout cas pas à ma connaissance. Il y avait une tentative qui avait été faite dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est en ligne, qui avait consulté énormément d'établissements en 2016 pour savoir un peu comment c'était mis en place et tout ça. Voilà. Sur l'enquête sur l'éducation à la sexualité, oui, ça sert en fait à condition qu'elle soit répétée et qu'elle soit pas que au niveau de la classe de 3e, c'est-à-dire au moment où les adultes pensent que la situation est crispée et crispante à l'adolescence.
Et voilà. Et pour autant, c'est parce qu'il y a de l'éducation à la sexualité aussi qui peuvent essayer de provoquer, souvent interpeller un peu sur les contenus qu'ils peuvent voir et tester un peu. Et c'est pour ça aussi qu'on vous a laissé alors toute la liste des applications qu'il faudrait remettre à jour aujourd'hui, parce qu'il y a des applications qui sont sorties, des nouvelles applications et tout ça. Pour autant, c'est toujours intéressant quand ils vous citent une application. Alors, je vous dis pas d'aller toutes les télécharger sur votre téléphone, mais au moins d'aller regarder un peu leur fonctionnement pour savoir un peu mieux de quoi il en est, de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver via cette application. Et quand on voit que les applications de menstruation, elles vont jusqu'à expliquer pourquoi on est de mauvaise humeur aujourd'hui. Après, on a dans les entretiens, non mais aujourd'hui c'est normal que, enfin hier j'ai raté mon contrôle de maths, c'est normal. Dans mon application, il y avait écrit que de toute façon c'était une journée difficile parce que j'allais avoir mes règles dans 4 jours. Bon bah donc en fait c'est des applications qui vont au-delà juste de la gestion des menstruations par exemple. Donc voilà. Mais sur cette enquête-là, la question de l'éducation à la sexualité, elle n'était pas du tout centrale, non pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est pas en lien avec Internet directement. Du coup, je vais tenter de répondre à la deuxième question sur l'évaluation de l'addiction des jeunes à la pornographie, peut-être un peu en bottant en touche, parce que c'est pas une question sur laquelle on a travaillé directement, déjà parce que la notion d'addiction, c'est pas une notion qui parle beaucoup aux sociologues en général, c'est plutôt une forme de catégorisation qui vient des mondes de psy en général, c'est psychologie ou éventuellement en psychiatrie. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça n'a pas de réalité dans ces univers-là, mais juste pour nous, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est le fait que dans les récits que font les jeunes de leurs usages, on a parfois l'idée que porno va prendre trop de place à certains moments, qu'on se rend compte à un moment donné de son parcours qu'en fait, oui, là, dans cette période-là, ça prenait trop de place, ça occupait trop de temps ou ça occupait trop l'esprit, etc. Et ce que je voudrais dire là-dessus, c'est le fait qu'en fait, contrairement aussi à beaucoup d'idées reçues sur les jeunes, sur le fait que les jeunes sont forcément sans limite, n'arrivent pas à se mettre de limites, et du coup, il faudrait forcément d'ailleurs des adultes pour leur mettre des limites. On a beaucoup de jeunes qui font état de moments d'autocontrôle, c'est-à-dire de moments où ils se disent, là c'est trop, là je veux arrêter un peu, etc. Et c'est assez important en fait dans les récits des jeunes ces moments-là. Et on voit d'ailleurs souvent des jeunes, alors ça marche pour le porno, mais aussi par exemple pour les applications de rencontres, des moments successifs dans lesquels ça occupe énormément l'esprit. Et puis, quelques mois après, justement, on en a marre de répondre à trop de notifications sur Tinder, on en a marre de regarder trop de porno, d'en regarder tous les soirs, etc. Donc, on s'autorégule. On s'autorégule et c'est vraiment une dimension qui est très présente chez les jeunes et qu'on ignore souvent ou qu'on a tendance à ne pas prendre au sérieux en disant qu'il faut forcément que les régulations viennent de l'extérieur. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver, y compris sur les consommations alcool, tabac, cannabis, par exemple, où il va y avoir des tendances à aussi mettre en place des systèmes de régulation ou de définir ce qui est le trop. Merci. On avait une question, alors peut-être on peut en discuter. Une personne qui dit éducateur en foyer avec des garçons de 10 à 14 ans, est-il adapté de parler sexualité avec des âges différents? De mettre tous les garçons dans le même groupe et de parler de sexualité? Je le comprends comme ça, moi, c'est-à-dire adapté ou possible, en tout cas, de faire ce travail d'éducation à la sexualité, mais avec une catégorie d'âge qui n'est pas homogène. Je le comprends comme ça. C'est possible. Enfin, voilà, c'est toujours possible. Après, ça dépend dans quel cadre, qu'est-ce qu'on veut faire de ce temps-là. Après, il y a des thématiques ou des moments où c'est peut-être plus pertinent de rescinder les groupes, de faire 10, 12 et 12, 14 parce qu'ils n'en sont pas au même questionnement, aux mêmes pratiques. Et pour autant, un jeune qui n'a jamais eu d'expérience même sentimentale ou même qui est sorti avec personne, sans parler même de rapport sexuel à 14 ans, peut-être qu'il aurait aussi les mêmes questionnements qu'un jeune de 11 ans, avec un rapport énorme, un rapport au groupe, un rapport à la masculinité, à la virilité. Voilà. Mais de manière générale, ce qui est bien, c'est quand les questions, elles émanent d'eux, et quand, quand on arrive à leur dire, on va s'accorder un temps là-dessus, et vous, qu'est-ce que vous voudriez mettre? Et puis du coup, de débattre d'abord des représentations, et pas des interroger sur leurs pratiques, mais ça, vous le savez tous aussi bien mieux que nous, en tant que praticiens et praticiennes. Merci. Alors là, forcément, les questions pleuvent et on ne répondra pas forcément à toutes, mais on peut après faire un travail
rétrospectif et les prendre en compte d'une autre manière. On a une question sur l'utilisation des applications comme Snapchat et Instagram. Et est-ce que vous avez pu constater ou analyser au cours de l'enquête et concernant cette question de l'exposition de soi, une éventuelle prostitution des mineurs via ces applications? On travaille à la MMPCR aussi cette question des conduites prostitutionnelles, pré-prostitutionnelles des jeunes et des mineurs. Je pense qu'elle a sens pour notre public, cette question-là. Très, très rapidement sur d'abord les applications avant de parler de la prostitution. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé par manque de temps, hein, mais ça occupe en fait une grande partie de notre enquête. Ce qui ressort beaucoup, c'est évidemment le fait que ces applications, elles changent beaucoup en fonction des générations. Nous, on a enquêté sur des jeunes de 18 à 30 ans au moment de notre enquête, en revenant sur leur adolescence. Et en fait, du coup, les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui nous ont parlé de Facebook, les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui nous ont parlé de Snapchat, etc. Donc ça, déjà, c'est important de le dire. Les applications, elles changent souvent, elles changent beaucoup. Elles changent pendant qu'on parle. Ce qui est important à propos de ces applications, c'est de voir que notamment elles jouent un rôle important au moment évidemment où on commence à partager quelque chose avec les autres de sa sexualité, que ce soit pour en parler, pour en discuter, que ce soit directement à des fins de sexualité, de rencontres, etc. Et ce qu'on voit notamment, c'est comment ces applications elles jouent un rôle relativement important comme moyen de faire des rencontres, ou en tout cas de consolider des rencontres, bien avant, évidemment, l'usage, par exemple, des applications de rencontres. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui utilisent Tinder, en général, ils l'utilisent relativement tard, en fait, dans leur parcours. Ils l'utilisent d'ailleurs plutôt à la sortie de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Mais avant ça, il y a d'autres moyens pour eux de consolider ou de créer des rencontres, qui sont, par exemple, de passer par le biais des messages privés sur ces applications, sur ces réseaux sociaux, ou de jouer beaucoup sur ce qu'on expose de soi et du coup les petits messages qu'on va faire passer aux uns et aux autres. Voilà. Et bon, il y a d'autres travaux qui ont été menés sur ces questions-là au-delà des nôtres, mais c'est important de dire que ces réseaux sociaux, oui, ils jouent un rôle qui évolue constamment, mais ils sont aussi parfois des objets de détournement, les utiliser notamment pour essayer de faire des rencontres. Sur la prostitution, je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup de billes sur cette question à partir de notre enquête, parce que comme c'est une question qui est toujours un peu sensible, c'est une question sur laquelle on a peu de réponses si on ne va pas directement la chercher, quand on la pose pas directement auprès des jeunes, ce qui ne veut pas dire que ça ne concernait pas les jeunes qu'on a rencontrés. Après, c'est une question qu'on traite aujourd'hui, on commence à traiter avec Yael, parce qu'on voit bien que ça émane quand même du terrain et qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet-là. Après, à voir si c'est sur les réseaux sociaux que les choses se jouent, ou sur d'autres canaux, ou sur des réseaux plus fermés que d'autres. Voilà. Mais ça, on n'a pas, je crois, en l'état de réponse très arrêtée. Merci. Moi, j'avais une question aussi. En vous écoutant puis à la lecture de l'ouvrage, je trouvais intéressant que vous ayez pu, dans l'enquête, remarquer que le groupe de pairs avait un rôle dans l'imposition des normes, mais constituait aussi une ressource et un appui dans les usages numériques en matière de sexualité. Et je trouve que c'est un éclairage intéressant, parce que quand on réfléchit sur ce qui existe aussi, à savoir des phénomènes de violence comme le cyberharcèlement et le cybersexisme, on a toujours peut-être un peu tendance à considérer le groupe de pairs plus comme une menace que comme une ressource. C'était plus un commentaire qu'une question, mais ça, voilà, c'était aussi pour souligner peut-être une dimension positive et aussi travailler un peu ce regard et cette représentation qu'on a de l'usage numérique forcément dangereux pour les jeunes. On a encore peut-être une toute dernière question. Alors c'est aussi là, pour le coup, ça concerne aussi les violences. Est-ce qu'il ressortait des choses dans l'enquête de l'ordre de l'expérience de pédopornographie ou de jeunes qui auraient, j'imagine, pu témoigner avoir été exposés de manière involontaire à des contenus pornographiques qu'ils n'auraient pas été cherchés en ligne? Est-ce que ça c'est ressorti de l'enquête ou pas? Alors, on a effectivement, sur la question de la pornographie, on a des jeunes, et c'est là où on voit une grosse différence entre le fait d'aller chercher soi-même de la pornographie ou d'être exposé malgré soi à de la pornographie. C'est pas de la pédopornographie, hein. Je parle pas
de films pornographiques mettant en scène des enfants. Par contre, le fait d'avoir été chercher un contenu pornographique, ou en tout cas excitant sexuellement, ça va pas du tout impliquer le même récit et quel que soit le type de contenu finalement qui a été trouvé, que quand on est exposé malgré soi, soit parce qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment, à la bonne soirée, soit parce que on a voulu télécharger un truc sur une application et qu'il y a un pop-up qui est arrivé où c'était une scène pornographique et où là finalement ça devient une agression, ça devient de la violence. Et c'est vraiment l'intention d'aller chercher ou le fait de subir l'exposition pornographique qui va créer la violence ou pas et qui va aussi créer le problème de pouvoir en dire, pouvoir en parler. C'est-à-dire que quand on a fait la démarche d'aller chercher de la pornographie, on peut dire « Oh là là, j'ai été trop choquée, j'ai vu un truc de ouf, machin ». Tandis que quand j'ai été chercher un film et vu une image que j'étais pas censée voir et que j'étais pas partie chercher voir, ça devient extrêmement violent et c'est complètement difficile de le raconter. Après, il y a vraiment un enjeu sur la définition de la pornographie qui est intéressante parce que nous, dans l'enquête, et c'est peut-être là-dessus qui est rigolo de travailler avec les jeunes, c'est quelle est la définition d'un film pornographique et d'un contenu pornographique, sans parler du film, d'une image pornographique. Et nous, en fait, dans l'enquête, on s'est retrouvés avec des jeunes qui nous ont dit, ah ouais, notamment des garçons, parce que ça construit la masculinité, la virilité d'avoir déjà vu un film pornographique, tandis que ça ne construit pas la féminité d'avoir déjà vu un film pornographique quand on est dans l'adolescence. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ils nous disent, ah non, mais moi, le premier film que j'ai vu, j'avais 7 ans. Donc on se dit, bon, 7 ans, tout ça, et c'était quoi? Tu peux raconter un peu, machin, de l'intérêt des entretiens. Et là, en fait, on se rend compte que, à 7 ans, c'est souvent des films qui passent à 23h le soir sur la télé, et qu'en fait, c'est la réaction de la famille au contenu et à l'image sexuelle de la scène de sexe qui est passée, où d'un coup, tout le monde va faire comme ça, et là, ça devient un contenu pornographique. Alors, heureusement, là, on ne vous a pas montré de contenu pornographique, mais voilà. Et comme ça, on a des jeunes qui nous ont cité avoir vu Crash de Cronenberg, qui a pourtant défrayé la chronique à Cannes, ou encore des films d'Almodovar, ou encore des films avec Sharon Stone, voilà. Et en fait, tout ça, ça devient des contenus pornographiques parce que tout le monde a été mal à l'aise, parce que c'est des scènes de sexe explicite, même si on voit rien, et qui, quand c'est la première fois qu'on en voit un, on se dit « Oh, mais ça y est, j'ai vu un film porno dans ma vie ». Et puis après, quand on arrive à, quand est-ce qu'est arrivé, quand on déconstruit et qu'on détricote un peu tous les récits, on voit bien que finalement, ce premier film-là n'était pas un préfigurateur des usages qui vont suivre. Et que après, il y a d'autres usages qui vont se mettre en route, et puis après, ils vont nuancer quand on va les interroger sur le reste des films qu'ils ont pu voir ou le reste des contenus pornographiques qu'ils ont pu voir. Ils vont être amenés à nuancer en disant ouais, mais du coup, c'était pas vraiment la même chose. L'autre truc que j'ai été chercher quand j'étais au collège, non, c'était pas le même délire, j'étais avec des potes, tout ça. Et là, d'un coup, on voit bien que on parle pas, la définition même de la pornographie, elle est souvent définie par l'interdit quand on est jeune, et pourtant, quand on est adulte, on n'y met pas la même chose derrière. Et c'est vraiment intéressant de travailler sur les représentations qu'on a, et qu'est-ce qu'on nous on définit comme pornographique, et qu'est-ce que les jeunes, eux, définissent et norment comme pornographique. Parce que des fois, on se comprend pas, en fait. Des fois, on est à côté et on est sur des autoroutes qui se croisent pas, et on a l'impression de parler de la même chose, or, pour autant, on ne définit pas les choses. On a Hélène, je me disais juste, oui. quand tu parlais des groupes de pairs, effectivement, on peut se reposer sur le groupe de pairs pour faire de la prévention. Moi, j'ai juste un point parce que j'ai encore vu hier, mais sur le terrain, sur une enquête, mais juste, il n'y a pas que les filles dans le groupe de pairs qui peuvent servir comme interlocutrices de prévention. Les garçons aussi peuvent être des bons interlocuteurs de prévention, et il y a vraiment un biais de genre à pas charger les filles comme étant les seules détentrices d'être des actrices de prévention auprès des garçons ou auprès des filles. Vraiment, c'est quelque chose que je pense très important. On s'était dit qu'on ne dépassait pas trop les 15 heures, on a dépassé l'heure. Je voulais juste témoigner. Vous dites que vous travaillez par ailleurs sur cette question de la prostitution, et donc un témoignage d'un éducateur, également promeneur du net, qui a commencé à faire de la veille sociale sur les réseaux et qui dit qu'il est effaré de voir comment la prostitution utilise ces réseaux, mineurs compris. Voilà, là on est dans aussi une question connexe, qui s'articule à votre sujet, qui n'est pas directement la question, et puis une question beaucoup plus large, là je ne sais pas si on aura le temps de traiter, mais qui est, est-ce que dans les entretiens, la question que pensez-vous de ce que vous avez vu et appris de la sexualité sur Internet a été posée, et après la sexualité, comment l'avez-vous vécue?
moi je l'interprète comme l'entrée dans la sexualité. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'influence d'une information ou d'un contenu vu en ligne sur Internet sur les premières expériences de la sexualité? Enfin, peut-être qu'on peut terminer là-dessus si vous avez quelque chose à dire sur cette dernière question. Alors, de mémoire, mais alors on n'a pas tous les résultats sous les yeux, on posait dans notre questionnaire la question de savoir si les dernières recherches réalisées sur la sexualité, notamment les recherches d'information, avaient été utiles ou non. Et donc, je crois qu'on a des éléments, mais c'est pas une chose qu'on a spécialement creusé pour l'instant, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sur la question des effets et de l'influence de ce qu'on va chercher sur Internet, on l'a forcément posé parce qu'on voulait notamment creuser une question qu'on voit souvent apparaître dans les sondages d'opinion dont parlait Yael, et qui sont souvent des questions assez biaisées dans ces sondages-là, sur le fait que de voir du porno à 10 ans ou à 12 ans, ce qui ressort souvent de ces sondages un peu mal ficelés, aurait une influence, et on suppose très souvent, sans d'ailleurs véritablement la tester, que ça aurait une influence déjà forcément négative, et puis que ça aurait une influence de toute façon sur l'entrée dans la sexualité. Et ça, en faisant des entretiens, en demandant aux jeunes du coup de nous dire, est-ce que tu penses que ça a une influence? Et puis si oui, quel type d'influence, etc. On voit comment, du coup, les usages sexuels d'Internet, comme l'histoire des groupes de pairs, en fait, peut jouer dans les deux sens, et peut jouer dans les deux sens à différents moments, en fait, de son parcours. Comment, à certains moments, on va dire, oui, peut-être qu'au tout début, dans ses premiers rapports sexuels, si ils sont relativement précoces, qui sont relativement proches des premières images porno qu'on a commencé à regarder, ça peut avoir une influence, notamment parce que on a tellement vu cette représentation systématique, par exemple, pour les filles, de l'épilation intégrale dans toutes les vidéos, eh bien, on va se l'appliquer, pensant que c'est ça qui est exigé de soi au moment de ses premiers rapports sexuels. Et puis, d'autres qui nous diront, bah oui, mais en même temps, ça m'a aussi permis, par exemple, de diversifier des pratiques ou de me rendre compte que certaines choses étaient possibles, ou alors que je ne souhaitais pas faire certaines choses parce que je les voyais représentées, et du coup, voilà. Donc, vous voyez comment les choses peuvent jouer en termes d'influence dans différents sens. Alors, on n'a pas fait une enquête quantitative qui permet de mesurer l'influence, et puis par ailleurs, méthodologiquement, c'est très compliqué de mesurer l'influence d'un média, enfin, à quel moment on mesure cette influence, et puis on considère, enfin, qu'est-ce qu'on considère comme étant l'origine de cette influence. Voilà, c'est très compliqué, mais on a des éléments qui montrent en tout cas que cette influence, elle n'est pas univoque, elle n'est pas forcément dans le sens de l'injonction voilà. Mais ça joue aussi, hein, ça existe aussi. Il ne faut pas non plus le nier. Merci beaucoup pour ces réponses et de manière générale pour toute la présentation. Donc, comme on le disait au début, vous la retrouverez, la vidéo, sur notre site internet, pas dans l'immédiat, pas dans les heures qui viennent, mais elle sera mise en ligne dans quelques jours. Donc, vous aurez le PowerPoint, mais au sein de la vidéo. Voilà. Pas forcément le PowerPoint qui vous appartient, Yael et Arthur, en ligne, mais il sera dans la vidéo. Très bonne journée à toutes et à tous, et puis on a hâte de continuer la réflexion d'une manière ou d'une autre avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.